Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant. Bonjour, oui, un texte très percutant. C'est une déclaration politique signée par Bionge Joseph Espoir, une personnalité politique camerounaise, et c'est daté du 25 novembre 2025. Le titre, déjà, il annonce la couleur. Indignation politique camerounaise contre l'injustice constitutionnelle. Et ce qui est frappant, c'est que ça commence comme une plainte électorale, on va dire, presque classique, mais ça se termine en un quasi-appel aux armes. C'est ça. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment on passe de A à Z ? Quels sont les engrenages rhétoriques qui transforment un litige institutionnel en une question de vie ou de mort ? C'est exactement la question centrale. Ce texte est un véritable cas d'école sur la construction d'une escalade. On va voir comment l'auteur, mot après mot, fait monter la pression. Il fait monter la tension. Oui, et il transforme un problème politique qui pourrait être, débattu en un impératif moral absolu qui, selon lui, ne laisse plus aucune place à la discussion. C'est une stratégie de mobilisation extrêmement puissante. On va essayer de démonter un peu le mécanisme. Alors, allons-y. Le point de départ, la première pièce du puzzle, c'est une accusation très ciblée. Très précise. Le texte s'ouvre sur ce que l'auteur appelle une prise en otage de la démocratie. Il accuse le Conseil constitutionnel, sans aucun détour, de proclamer des résultats électoraux contraires à la vérité des urnes. C'est-à-dire ceux des commissions départementales. Exactement. Et il précise bien, sans aucune possibilité de recours ou de reddition de comptes. Il qualifie ça de véritable scandale. Et ce premier point est crucial, parce qu'il est à la fois précis et facile à comprendre pour tout le monde. Il ne se perd pas en technicité juridique. Non. Il dit simplement, on vote, mais à la fin, une institution non élue change les résultats. C'est une affirmation d'une gravité extrême. Oui. Pour donner une idée de l'ampleur, il faut se rappeler que dans la plupart des systèmes, le Conseil constitutionnel, c'est le dernier recours, l'arbitre suprême. Bien sûr. L'accuser de falsifier sciemment les résultats, c'est un peu comme accuser l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde d'avoir été acheté. Ça remet pas seulement en cause le résultat du match. Non, ça détruit la crédibilité de tout le système. De toute la compétition. Voilà, c'est une excellente analogie. Et ce qui est rhétoriquement très fort, c'est la vitesse à laquelle l'auteur passe de cette accusation factuelle à une conclusion morale. Il ne s'attarde pas sur les preuves, les procès-verbaux. Non, pas du tout. Non. Il utilise cet acte comme un symptôme pour poser un diagnostic beaucoup plus large. Il dit que c'est la preuve qu'on est dans un système où, je cite, « la vérité n'a plus de place ». Ah oui. Et d'un coup, on n'est plus dans un débat sur des chiffres. On est dans une crise philosophique. La crise de la vérité avec un grand V. C'est ça. Le scandale électoral n'est que la pièce à conviction numéro 1 dans un procès qui est bien plus grand. D'ailleurs, il enchaîne tout de suite en affirmant que les institutions sont instrumentalisées pour servir les intérêts d'un petit groupe. Et voilà, le décor est planté. Les règles du jeu sont truquées, les arbitres sont corrompus. Exactement. Et en faisant ça, il brise l'idée même du contrat social. Les institutions, qui sont censées être neutres, représenter l'intérêt général, et là, elles sont présentées comme les armes d'un clan. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, pour l'auteur, toute discussion sur la réforme, l'amélioration du système, ça devient inutile. Si les fondations sont pourries, à quoi bon repeindre les murs ? C'est logique. C'est cette base qui va lui permettre de justifier les étapes suivantes de son raisonnement qui sont, on va le voir, de plus en plus radicales. Et c'est là qu'on monte d'un cran. La plupart des critiques s'arrêteraient peut-être là, dénoncer la corruption, l'instrumentalisation, oui, classiquement. Mais lui, il va beaucoup plus loin, pour nommer la maladie. Il qualifie le système de dictature pure et simple. Mais il ajoute une nuance qui est essentielle. Une dictature qui se cache derrière des apparences de démocratie. Cette idée de dissimulation, c'est le cœur de son argumentation à ce stade. Pour lui, la perversité du système, elle vient pas seulement de son caractère autoritaire, elle vient de son hypocrisie. D'accord. Et pour faire comprendre la force de cette idée, il utilise une comparaison historique, volontairement choquante. Oui. L'apartheid. Attendez, là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Il dit pas seulement que c'est comme l'apartheid, il dit que c'est pire. Oui. Franchement, c'est une affirmation qui paraît presque indéfendable. L'apartheid était une monstruosité institutionnalisée, un système de ségrégation raciale officiel. Comment est-ce qu'il peut justifier ça ? Alors, son raisonnement est très précis et c'est purement rhétorique. Il ne compare pas le niveau de souffrance ou le nombre de victimes. D'accord, ce n'est pas ça le point. Non. Il compare la nature du mensonge.
Il dit que l'apartheid, aussi odieux qu'il était, c'était un système qui assumait sa nature. L'injustice était écrite dans la loi, elle était visible, revendiquée, on savait contre quoi on se battait. Je vois. Alors que dans le système qu'il décrit, l'oppression serait masquée. Masquée par des élections, des institutions qui prétendent être démocratiques, une constitution qui garantit des droits qui, selon lui, n'existent pas en pratique. Donc selon cette logique, la violence de l'hypocrisie s'ajoute à la violence de l'oppression. Voilà, C'est le fait de prétendre être une démocratie tout en agissant comme une dictature qui serait pire. exactement. C'est une manière de dire que le mensonge permanent est une forme de torture psychologique collective. Et cet argument, il a un but très clair, retirer au régime toute légitimité, même la plus superficielle. Ah oui. En le qualifiant de dictature masquée et pire que l'apartheid, il le rend indéfendable. On ne négocie pas avec un tel système, on le combat. Il est en train de fermer toutes les portes à une solution politique modérée. Il enfonce le clou d'ailleurs en utilisant un autre mot, le mot tyrannie. Oui, pour décrire un État où les droits fondamentaux sont bafoués. On voit bien la progression, cette escalade verbale dont on parlait au début. Totalement. On part d'un scandale électoral, on passe à une instrumentalisation qui révèle une dictature masquée qui s'exerce comme une tyrannie. Chaque mot est plus lourd que le précédent. C'est une escalade très contrôlée. On est passé du registre politique au registre moral en fait. Absolument. Chaque terme est choisi pour évoquer des images, des concepts de plus en plus graves. La tyrannie, ça renvoie à l'arbitraire total, au pouvoir d'un seul ou d'un groupe qui n'est limité par aucune loi. Le tableau qu'il dresse est complet. Oui, une façade démocratique qui cache une oppression absolue. Et on pourrait penser qu'on a atteint le sommet de la critique, mais non. Il va aller encore plus loin. Oui, parce qu'après avoir posé ce diagnostic sur la nature du régime, il se projette dans les conséquences de l'inaction. Et là, le ton change encore. Il devient presque apocalyptique. Il utilise une expression d'une violence rare. Il parle d'un risque de génocide silencieux, une extermination progressive de notre peuple. Là, on quitte complètement la sphère de l'analyse politique. L'utilisation du mot génocide, même avec l'adjectif silencieux, c'est un point de bascule. C'est énorme comme mot. C'est un terme qui a une définition juridique, une charge historique immense. En l'utilisant, l'auteur cherche à provoquer un électrochoc. Il ne dit plus « notre avenir politique est menacé », il dit « notre existence même est en jeu ». Mais c'est un pari extrêmement risqué, non ? D'utiliser un mot aussi fort, ça peut avoir deux effets complètement opposés. Bien sûr. Soit ça mobilise de manière radicale, soit ça décrédibilise totalement son propos aux yeux de ceux qui trouveraient le terme exagéré. C'est jouer son va-tout. C'est exactement ça. C'est une rhétorique du point de non-retour. D'un point de vue stratégique, ce choix de mots a une fonction bien précise. Il rend la neutralité impossible. Si on accepte sa prémisse, ne serait-ce qu'à l'instant, alors ne rien faire, rester passif, ce n'est plus une opinion. C'est de la complicité. D'accord. Il le dit d'ailleurs noir sur blanc. Si nous ne le faisons pas, ils continueront à nous écraser, à nous tuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour résister. C'est une logique implacable. Le débat n'est plus entre différentes options politiques, mais entre la résistance et l'anéantissement. Il ne laisse aucune autre issue. Non, il enferme son lecteur dans ce choix binaire. C'est le but. Cette dramatisation a pour fonction de rendre toute forme de modération, de compromis ou d'attentisme moralement indéfendable. Face à un génocide, il n'y a pas de « oui mais ». Non, c'est vrai. La seule réponse qui soit à la hauteur de l'accusation, c'est une résistance immédiate et totale. Il a préparé le terrain pour la conclusion de son texte, qui est, logiquement, un appel à l'action. Justement, venons-y. Face à ce constat terrifiant qu'il a dressé, que propose-t-il ? Il ne laisse pas son auditoire dans le désespoir. Non. Le texte se termine par un cri de ralliement très clair. Il est temps de dire non à cette injustice, non à cette oppression. Nous devons nous lever et défendre nos droits, notre dignité, notre avenir. Le mot-clé ici, c'est « se lever ». Oui, et ce qui est très habile, c'est qu'il ne lance pas cet appel de sa seule autorité. Il va chercher à le légitimer, à l'ancrer dans des principes supérieurs, pour que ça ne ressemble pas à un simple appel à l'insurrection. D'accord. Il construit une sorte de bouclier de légitimité autour de son appel. Comment est-ce qu'il fait ça ? Il utilise deux sources de légitimité qui sont très très puissantes. La première est universelle. Il invoque la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah oui, Il dit qu'il faut se lever comme le stipule cette déclaration. En faisant ça, il place son combat sous l'égide du droit international et des grandes valeurs humanistes. Ce n'est plus un combat partisan. Non.
c'est une lutte pour les droits de l'homme avec un grand H. Voilà, ça donne une portée, une dignité à son appel. Et il y a une dimension plus locale aussi, plus patriotique. C'est sa deuxième source de légitimité. Il revient à l'histoire nationale. Il dit que ce combat est l'héritage de ceux qui ont combattu pour l'indépendance, pour la justice, pour la liberté. C'est très malin. Très. Il inscrit son appel dans la continuité du combat des pères de la nation. En substance, il dit « Nous ne faisons que terminer le travail de nos ancêtres. Ne pas le faire, ce serait les trahir. » La résistance n'est donc plus seulement un droit. Elle devient un devoir de mémoire, une obligation filiale et patriotique. Donc, il transforme un acte qui pourrait être jugé comme séditieux en un acte de fidélité. Fidélité aux valeurs universelles et fidélité aux héros nationaux. C'est une justification très solide. Très solide. Et le texte se conclut sur une phrase finale, une sorte de maxime qui résume tout. Il vaut mieux mourir avec sa dignité que de survivre dans l'humiliation. Cette dernière phrase, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est un choix binaire, absolu. Il n'y a pas de troisième voie, pas d'espace pour la négociation. Non. C'est la dignité, même dans la mort, contre la vie dans le déshonneur. C'est une rhétorique du sacrifice qui vise à galvaniser les troupes. On est passé d'un contentieux sur des procès-verbaux électoraux à une question fondamentale sur le sens de la vie et de la mort. La boucle est bouclée. Totalement. Si on fait le bilan de ce parcours, c'est vertigineux. On part d'une accusation de fraude très concrète. Oui. De là, on passe à un diagnostic de dictature masquée, comparé à l'apartheid, puis l'enjeu devient la survie face à un génocide silencieux. Et tout ça débouche logiquement sur un appel à la résistance. Voilà. Justifié par le droit universel, l'histoire nationale et un impératif moral de dignité. C'est un condensé quasi parfait de la manière dont le langage peut devenir une arme. Ce qui est frappant, c'est que l'auteur, il n'essaie jamais de convaincre avec des faits ou des chiffres. Non, ce n'est pas son but. Non, toute sa stratégie repose sur un détournement du vocabulaire des droits de l'homme. Il prend les mots les plus chargés du XXe siècle, apartheid, génocide, tyrannie, et il les applique à une situation de contentieux électoral pour créer une explosion morale. C'est moins un argument politique qu'une arme sémantique. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui va au-delà de ce texte. L'auteur nous met face à un choix radical, la résistance ou l'humiliation. Ça force à réfléchir. Dans une situation qu'on perçoit comme étant profondément et irrémédiablement injuste, où est-ce qu'on trace la ligne? À quel moment l'opposition politique classique, légale, ne suffit plus? Et à quel moment est-ce que ça devient, pour certains, une obligation morale d'agir par d'autres moyens, quel qu'en soit le prix? C'est toute la question que pose ce genre de texte.